Donc voilà, je voulais juste présenter brièvement mon travail hein, dans cet ouvrage. Ma thèse principale, c'est qu'il y a plusieurs formes de... Je pense qu'on doit parler en termes d'analyse hein, de plusieurs formes de franco-judaïsme dans l'histoire moderne du judaïsme français, donc depuis l'égalité des droits en 1791, mais j'observe que la plupart des analystes et des observateurs engagés, comme vous par exemple, n'envisagent en fait, de fait, sous cette expression, que le terme d'israélitisme, qui a été élaboré au XIXe siècle. Et pour moi, l'israélitisme, c'est la première forme de ce franco-judaïsme. Et donc, il y a, pour moi, j'observe une deuxième forme de franco-judaïsme qui s'est cristallisée dans les années 1980, en rupture avec l'israélitisme, je dirais pourquoi. Et puis, depuis les années 2000, on s'interroge, ce franco-judaïsme semble déstabilisé, peut-être mort pour certains, et donc sans plus de pertinence. Et donc, j'examinerai, dans mon livre, j'examine les arguments pour cette thèse-là et les arguments contraires voilà, à cette vision. Donc, je vais présenter d'abord brièvement les caractéristiques de l'israélitisme et les premières formes d'écart à ce modèle israélite qu'on peut observer depuis la création de l'Alliance israélite universelle jusqu'à 1944, la création de CRIF, des écarts sans rupture. Puis je développerai les principales évolutions qui ont conduit à la cristallisation de la deuxième forme de franco-judaïsme. Et là, François nous mettra sur écran, nous exposera sur écran l'affiche de l'UEJF qui me semble illustrer cette deuxième forme de franco-judaïsme. Et puis, dans une troisième partie, j'exposerai les arguments qui conduisent à argumenter pour ou contre la fin ou pas, ou la recomposition du franco-judaïsme. Voilà, donc dans une France multiculturelle. Alors, franco-judaïsme, je précise tout de suite, pour moi, c'est l'idée, si on peut dire, une expression un peu idéale typique, un peu forte de ce franco-judaïsme, c'est l'idée que, bon, heureux comme un juif en France, voilà, c'est une expression qui est un peu connue, je crois, et qui veut dire qu'il y a une synthèse heureuse qui a pu s'établir et qui s'est établie en France entre l'appartenance juive et l'appartenance française, d'une part. Et puis, quand je parle de France multiculturelle, c'est évidemment non pas que je suis partisane du multiculturalisme, je ne sais pas lequel d'ailleurs, il faudrait encore définir ce que c'est, mais du fait tout simplement que la France est devenue diverse d'un point de vue culturel et d'un point de vue religieux aussi. Et ça compte énormément pour penser quelle place des Juifs dans cette France multiculturelle. Alors, je reprends donc dans ma première partie les caractéristiques de l'israélitisme. Je rappelle que le terme israélite a été adopté par les Juifs eux-mêmes après la Révolution hein, pour échapper aux connotations négatives du terme juif, hein, qui étaient déicide, usurier, etc. Et donc, l'israélitisme, le terme a été forgé au cours du XIXe siècle et le terme franco-judaïsme n'a été utilisé que récemment, que depuis 30-40 ans maximum, hein, des fois en alternance avec l'israélitisme, c'est ce qui montre la confusion, hein, mais la plupart du temps, c'est vrai que quand il est utilisé, le terme franco-judaïsme, en fait, il désigne l'israélitisme. Alors, comment je caractérise, comment je donne, après analyse, hein, cet israélitisme, c'est d'abord par 3 points principalement. Premièrement, le fait que la vision de la France est très positive par les Juifs de l'époque, du 19e siècle, même fin 19e, hein, fin 18e, pardon, d'abord. La vision de la France très positive comme une nouvelle terre promise. L'expression est telle qu'elle hein, de l'époque. Hein, et nouvelle terre promise, la Seine, c'est le Jourdain, etc. Et donc, voilà, on est arrivé à cette nouvelle Sion, quoi, si on peut dire. Et parce que l'égalité des droits, cette émancipation a été donnée aux Juifs, et que voilà, le nouveau décalogue, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le premier aspect. Deuxième aspect de l'israélitisme, c'est la redéfinition de l'appartenance juive comme une religion, une confession, une religion, dont les composantes sont en adéquation avec les valeurs universelles de la France d'abord, mais de la valeur universelle en général, les valeurs prophétiques, la charité, l'amour du prochain, l'idée de justice, etc. Ça sont des valeurs universelles, mais qui sont déjà chez les prophètes.
il y a des croyances, il y a des éléments, le monothéisme, et il y a des croyances et des pratiques. Voilà. Et donc, c'est une religion, ce n'est plus du tout une nation. Parce que vous vous rappelez, peut-être, vous connaissez cette histoire ancienne, auparavant, on parlait de est-ce que les Juifs constituent une nation dans la nation ou des nations dans la nation. C'est vrai qu'on parlait à l'époque de nations juives. Il y avait 3 nations juives à l'époque, au XVIIIe siècle, qui était la nation des Portugais dans le sud, des Juifs portugais dans le sud-ouest, la nation des Juifs qu'on appelait allemands en Alsace, Alsace-Lorraine, et les Juifs du pape, l'autre nation, qui étaient chacune organisées de manière séparée, différente, avec leurs tribunaux rabbiniques, leur vie interne, leur liturgie propre, etc. Donc voilà, les 3 nations juives, elles sont défaites au moment de la Révolution, comme toutes les corporations sont défaites, parce qu'on refuse, on veut un lien direct entre l'individu et l'État. Donc, elles sont défaites et ça doit se réorganiser. Et c'est là qu'on arrive à la 3e caractéristique de cet israélitisme, qui est cette réorganisation sous l'égide d'une institution unique, le consistoire, créé par Napoléon, mais aussi à la demande des Juifs de France, même de l'époque, hein, parce qu'ils avaient besoin de cette réorganisation pour pouvoir assurer les salaires des rabbins, etc. Et donc, ce consistoire central à Paris, avec ses délégations régionales. Et donc, le consistoire adopte, dès 1809, un slogan qui est « Patrie et religion ». C'est-à-dire exactement le sujet de l'israélitisme que moi je trouve tout à fait caractéristique de l'israélitisme, c'est « on est citoyen français de confession israélite ou mosaïque » aussi on dit. Voilà, pas juive, à l'époque on ne dit pas juive, on dit israélite ou mosaïque. Patrie et religion. C'est toujours le slogan du consistoire, il ne le met pas tout le temps en avant, ça dépend de ceux qui parlent au nom du consistoire, mais ce n'est pas tout le temps en avant parce que ça fait un petit peu, à mon sens, démodé par rapport à la situation actuelle. Martine, voilà. Martine, oui, est-ce que tu peux parler un peu plus lentement? Ah pardon, excusez-moi. D'accord. Voilà, donc 3 caractéristiques de cet israélitisme. La France, nouvelle terre promise, cette adhésion très forte, patriote à la France, la redéfinition de l'appartenance juive comme religion, une religion dont les valeurs sont en adéquation avec les valeurs universelles, et ce judaïsme français réorganisé sous l'égide d'une seule institution, le consistoire, qui est le seul représentatif au moment de l'époque napoléonienne du judaïsme français. Voilà, c'est ça l'israélitisme. Les écarts à ce modèle, maintenant, je vois plusieurs étapes, plusieurs moments. La création de l'Alliance israélite en 1860, l'affaire Dreyfus, qui a duré une dizaine d'années quand même, 1894-1906, et la création du CRIF en 1944. Je vais brièvement dire que ce qui, à chaque fois, constitue un écart, c'est le fait qu'une certaine dimension collective politique du judaïsme est remise à l'honneur. L'exemple de l'Alliance, un seul exemple, l'Alliance, c'est le fait qu'une solidarité internationale est requise avec des comités d'action qui sont créés dans plusieurs pays d'Europe centrale, notamment pour soutenir l'idée que les Juifs dans ces pays-là, ces nouvelles nations qui sont en train de se créer ou qui sont créées, les Juifs doivent avoir l'égalité des droits comme en France, mais en tant que de confession mosaïque ou israélite. Donc, c'est bien un écart parce qu'il y a un combat politique qui est mené d'une certaine manière par l'Alliance auprès de ces comités d'action locaux dans plusieurs pays d'Europe. Aucun comité n'a pu se créer en Russie à l'époque, hein, il y avait trop de pogroms, etc., ce n'était pas possible. Mais donc, combat politique de l'Alliance de solidarité internationale, mais en même temps, écart sans rupture, puisque le modèle qui veut être exporté, que l'Alliance veut exporter, c'est le modèle français, citoyen de tel pays, de confession mosaïque ou israélite. C'est ce modèle confessionnel, proprement confessionnel, qui veut être exporté, parce que c'est le modèle extraordinaire pour les Juifs français. Voilà. Donc, c'est un premier écart. Je vais aller directement... mais c'est un écart, il faut dire que l'Alliance israélite universelle, à la fin des années 1800 et quelques, fin du 19e siècle,
a été, devant l'antisémitisme français qui s'est manifesté très, très violemment, a été accusée de solidarité juive internationale, et donc elle a dû renoncer à cette action politique et ne maintenir que l'action que l'on connaît le plus de sa part, à savoir la création d'écoles juives dans tout le pourtour du bassin méditerranéen, d'écoles juives françaises, parce qu'il s'agissait de franciser les petits juifs en donnant un enseignement en langue française et de culture française. Donc, elle n'a plus gardé que cette mission-là. Donc, écart d'un côté, de ce côté-là, et une action politique menée à l'extérieur de la France. Et avec l'affaire Dreyfus, c'est en France qu'elle va se mener, cette action politique. Donc, c'est quand même important comme évolution. Et il y a des intellectuels juifs qui vont prendre position, comme André Spire et d'autres, Edmond Flegg et d'autres qui vont prendre position sur ces sujets-là, au moment de l'affaire Dreyfus. Durkheim, bien sûr, voilà. Pas que juifs, mais des intellectuels juifs notamment. Pourquoi je parle du CRIF comme écart sans rupture à l'israélitisme? Parce que vous savez que pendant les années 20-30, beaucoup d'associations juives se sont créées, les éclaireurs israélites de France et d'autres associations juives qui sont créées du fait des immigrés, notamment de l'arrivée des immigrés d'Europe centrale et orientale, associations sportives, culturelles, religieuses, tout cela s'est créé hors du consistoire. Or, le président du consistoire de l'époque, en 1943, au moment de la guerre, a jugé utile et nécessaire même de réunir, et il n'était pas le seul, de réunir toutes ces associations au sein d'une fédération. Ça a été l'occasion, donc, dans la clandestinité en 1943 et ensuite en 1944, de créer ce CRIF, Conseil représentatif des Israélites de France, qui a très vite pris l'appellation Conseil représentatif des Juifs de France sans changer le sigle, voilà, assez vite, en 1944 ou 1945. Mais donc, pourquoi il y a un écart au modèle confessionnel? C'est que la dimension politique de lutte contre l'antisémitisme est mise en avant par le CRIF, même encore après-guerre, juste après-guerre aussi, mais pourquoi il n'y a pas de rupture avec l'israélitisme, c'est que de facto, le président du consistoire est le président du CRIF. Donc, c'est toujours le consistoire qui coiffe cette fédération, qui est au-dessus de cette fédération d'associations. Et même en 1952 ou 1953, je ne sais plus quand les statuts du CRIF vont être écrits formellement, à nouveau, cette règle, le président du consistoire et le président du CRIF, elle est maintenue. Et cela jusqu'en 1982, quand le CRIF va changer ses statuts pour autoriser, pour demander que ce soient les associations fédérées qui élisent leur propre président. Donc, beaucoup plus tard, un peu plus tard. Donc voilà, écart sans rupture au modèle confessionnel, au modèle israélite. Ensuite, après-guerre, il y a eu beaucoup d'évolutions, plusieurs évolutions qui ont conduit à cette cristallisation de ce que j'appelle la deuxième forme du franco-judaïsme. On en verra une image tout à l'heure. D'abord, tout un développement culturel autour des centres communautaires du Fonds social juif unifié. Un peu plus tard, la multiplication des festivals de culture juive diasporique, plurielle, Ashkénaz, séfarade, etc. Culture juive israélienne aussi d'ailleurs, avec la traduction des œuvres littéraires israéliennes, de cinéma israélien qui va être projeté un peu plus tard, mais quand même. Et donc, tout un développement culturel qui va permettre à un judaïsme nouveau, pluriel, d'exister. Il y a eu aussi et là, il faut tout un pan de judaïsme orthodoxe que j'appelle éclairé, qui va se développer progressivement autour de l'école d'Orsay, créée en 1946 par Robert Gamzon, autour de Robert Gamzon, et de Jacob Gordin d'abord, et Robert Gamzon aussi, et de l'école d'Orsay 1946 jusqu'en 1967, quand même, dont l'un des maîtres est assez connu, c'est Manitou, Léon Ashkenazi, et puis autour des colloques d'intellectuels juifs de langue française, qui se réunissent tous les ans à partir de 1957.
un week-end, tout un week-end, dans lequel beaucoup de jeunes juifs vont se réapproprier, comme à l'école d'Orsay d'ailleurs, se réapproprier les textes de la tradition, se réapproprier une certaine fierté d'être juif. C'est ça l'objet de l'école d'Orsay. C'est aussi, c'est non seulement donner accès à des textes de la tradition, y compris des textes de la Kabbale, avec Manitou, à des jeunes juifs, qui ne sont pas tous des judaïsés. Hein. Un des élèves de l'école d'Orsay, c'était Armand Abécassis, qui venait du Maroc, hein, par exemple. Donc, donner accès à ces textes-là, mais revaloriser, redonner une valeur universelle à cette culture juive de la tradition. Donc, c'est l'école d'Orsay et c'est aussi les colloques d'intellectuels juifs de langue française qui, parmi leurs invités, invitent des intellectuels non juifs. Hein, voilà. Pas seulement les figures connues de Lévinas, Henner et Henri Atlan et autres. Donc, voilà, tout un pan d'une certaine orthodoxie éclairée qui se développe, mais après-guerre, ce que l'on sait moins de cette après-guerre, ce que l'on connaît moins, ce que l'on éclaire moins d'une certaine manière, c'est le début de développement d'une ultra-orthodoxie autour de yeshivot. L'une est réouverte, hein, la yeshiva de Aix-les-Bains. Elle existait avant la guerre, elle est réouverte après-guerre. Mais il y a des yeshivot nouvelles qui sont créées, à Brunois par les Lubavitch, à Fublen et Armentières par un réseau qui s'appelle après le refuge, Or Yosef. C'est un réseau d'une orthodoxie qu'on appelle le mouvement du Moussard, de Rotnemer, Eli Rotnemer. Et avant, il y a un autre nom qui ne me revient plus en tête là maintenant, il y a un nom assez connu du fondateur du mouvement Moussard en Europe centrale. Et ces courants ultra-orthodoxes sont animés d'une volonté assez ferme, assez forte de revaloriser, redonner une place à l'ultra-orthodoxie qui a été défaite, qui a été déconstruite, qui a été détruite dans l'Europe orientale. Donc, ils créent les yeshivot dans des villages un petit peu à l'extérieur de Paris, bien sûr, et ils vont faire venir des jeunes juifs, beaucoup du Maroc, un peu de Tunisie, pour leur donner des jeunes juifs qu'ils vont considérer comme encore issus de la tradition et qu'il faut former à une certaine ultra-orthodoxie. D'ailleurs, ces juifs du Maroc sont pour partie aussi envoyés dans des yeshivot en Israël, en Angleterre et aux États-Unis. Lubavitch ou autres, hein, voilà, du courant Moussard aussi d'ailleurs. Donc voilà, donc cette ultra-orthodoxie qui commence à se développer, qui commence à exister juste après-guerre, 46, 47, 48, hein, va s'implanter dans ces petits des villages, dans des petites bourgades, on va dire, et au fur et à mesure que les jeunes qui viennent là vont grandir, se marier, avoir des enfants, des écoles vont être créées pour les petits-enfants, pour les enfants, bien sûr. Et c'est plus tard, ces réseaux-là vont ensuite créer des écoles pour les autres juifs, pas seulement les juifs ultra-orthodoxes, mais les écoles qu'on connaît aujourd'hui, les écoles de Lubavitch, les écoles ultra-orthodoxes autres de la rue Pavée et autres, enfin, la rue Pavée à Paris, hein, je parle. Hein. Voilà, donc, et les écoles du réseau Le Refuge, qui n'existent plus comme telles, mais qui a existé pendant pas mal d'années aussi, qui sont des écoles aujourd'hui indépendantes, mais ultra-orthodoxes. Donc, comment dire, c'est un pan de l'histoire du judaïsme d'après-guerre qu'on ne connaît pas souvent et donc que j'ai voulu mettre en avant ici parce qu'il y aura des conséquences après, un peu plus tard, dans les années 80-90, c'est là où les écoles ultra-orthodoxes vont se développer largement. Et puis d'autres aspects dont je parlerai ensuite. Donc, du judaïsme culturel, un certain judaïsme religieux qui va se développer autour de ces écoles ultra-orthodoxes, mais aussi autour de ces yeshivot orthodoxes, des gens qui vont aller vers les cercles d'études ultra-orthodoxes, mais aussi d'autres formes de judaïsme religieux qui s'affichent, comme les festivals de Hillula sur Seine qui ont été proposés deux ou trois fois à Paris, en région parisienne. Voilà. Mais voilà. Donc, engagement religieux et ensuite engagement politique aussi,
Alors, avec la date importante et tournant de 1967, où le judaïsme français a soudain pris conscience, une grande partie des Juifs de France ont soudain pris conscience que l'existence d'Israël était capitale pour leur propre existence à eux en tant que Juifs en diaspora, ce que des intellectuels comme le philosophe Lévinas avait perçu dès 1950, quand il avait écrit un article dans une revue qui avait fait une enquête sur le judaïsme français en 1950. Ils avaient interviewé plusieurs intellectuels, dont Lévinas, Vladimir Rabbi et d'autres. Eh bien, Lévinas avait écrit à ce moment-là que peut-être bien que l'existence d'Israël annoncerait la fin du judaïsme confidentiel, c'est-à-dire privé. Donc, ce que il avait perçu en 1950, en 1967, beaucoup de Juifs français s'en aperçoivent. Et bien des Juifs français, vous connaissez la figure de Raymond Aron, qui n'était pas connu du tout pour s'afficher comme juif, et qui peu après, s'est affiché comme juif avec un livre sur De Gaulle, Israël et les Juifs, quand il a été choqué par la phrase de Gaulle lors de sa conférence de presse en 1967 sur le peuple juif, sûr de lui et dominateur. Donc, Raymond Aron, c'était l'image même de l'israélite, de quelqu'un qui n'est même pas de confession juive, qui est à peine de confession juive, il n'est pas pratiquant, etc., mais quelqu'un qui gardait son judaïsme pour lui dans sa sphère privée et qui, là, s'affiche comme juif et qui s'inquiète de cette phrase du général de Gaulle qui peut signifier une porte ouverte à l'expression de l'antisémitisme à nouveau. Donc, engagement politique, la solidarité avec Israël. Autre engagement politique à l'époque, dans les années 70, 80, et la lutte contre le négationnisme et contre l'antisémitisme. Et l'autre élément de cette lutte-là, c'est la lutte pour la mémoire de la Shoah, qui va se développer largement aussi dans ces années 80 et 90, avec la multiplication des procès, enfin la multiplication, ils étaient quelques-uns, des procès autour de Touvier, de Papon, donc des miliciens ou des collaborateurs comme Papon. Et la mémoire de la Shoah va être elle-même porteuse d'un engagement politique comme tel. On n'oublie pas qu'en 1995, vous n'oubliez pas, je pense qu'en 1995, au moment d'une des commémorations de la rafle du Veldiv, de 1942, Chirac a fait un discours important pour reconnaître la responsabilité de l'État dans ces déportations, pas seulement la rafle du Veldiv, dans les déportations en général. Voilà. Et plus tard, fin des années 90 et années 2000, une autre mémoire de la Shoah va se développer, c'est la mémoire des justes des nations, c'est-à-dire de tous ces juifs qui ont sauvé les juifs, de tous ces non-juifs, français non-juifs, qui ont sauvé des juifs. Vous allez avoir une conférence sur ce sujet prochainement. Et donc, mais cette mémoire, je trouve que c'est important de rappeler que cette mémoire, elle s'ajoute dans la mémoire de la Shoah et des déportés du régime de Vichy. C'est une mémoire positive qui s'ajoute à la mémoire et aux engagements des Juifs de France. Et elle fait partie, à mon avis, de ce qu'on pourrait appeler la recomposition d'un franco-judaïsme en France. Cette image des justes, cette image positive des justes qui ont sauvé les Juifs de France. Voilà, donc judaïsme culturel, judaïsme religieux, avec aussi, j'en parlerai un petit peu plus tard maintenant, le développement des cercles ultra-orthodoxes, mais aussi libéraux et massortis, j'en parlerai plus tard, et puis engagement politique. Donc une diversité des manières d'être juif en France, avec un aspect important au plan institutionnel cette fois, c'est le fait que le CRIF a gagné en importance politiquement, pas seulement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les associations juives fédérées au sein du CRIF se sont autonomisées du consistoire en élisant elles-mêmes leur président. Le premier président élu a été Théo Klein, 1983. Mais aussi, le CRIF s'est autonomisé vis-à-vis du consistoire et désormais l'association, comme on dit, parapluie, umbrella, je ne sais plus comment on dit, fédératrice, on va dire tout simplement, de toutes les associations juives en France, y compris le consistoire. Ça, c'est un plan institutionnel. Donc, on a le consistoire pour le culte, le CRIF pour l'aspect politique en général,
Et on a aussi le Front social juif unifié, dont j'ai oublié de mentionner tout à l'heure la création en 1949, qui a été le promoteur d'un judaïsme culturel important, notamment en créant aussi, mais pas seulement, en créant ces centres communautaires à Paris et en province. Donc, on a un triptyque institutionnel qui est apparu là, et on n'a pas une seule institution représentative. Alors évidemment, quand je dis représentative, c'est officieusement vis-à-vis de l'État, ce n'est pas officiel, il n'y a pas de statut officiel, hein, bien sûr, puisque depuis 1905, le consistoire n'est plus la seule organisation monopolistique, on va dire, de représentation des Juifs de France au plan religieux, et que depuis 1905, d'autres associations se sont créées, cultuelles, religieuses, 1907 avec la synagogue de Copernic, et d'autres associations hors consistoire, plus orthodoxes consistoire. Donc, non seulement on a ce triptyque institutionnel qui fait que là, je parle de rupture avec le consistoire et de rupture avec l'israélisme, pardon, puisqu'on n'a plus une seule institution et le plan institutionnel est quand même important, même s'il n'est pas le plan officiel absolument, puisqu'il n'y a pas de corps intermédiaires en général avec l'État. Mais vous savez bien que le CRIF est quand même à une certaine reconnaissance officielle de l'État, puisqu'il y a des rencontres, bien sûr, avec l'État, mais notamment, depuis 1985, c'est Théo Klein qui a instauré ces dîners du CRIF tous les ans, où il y a une rencontre officielle, formelle, avec le Premier ministre, ou parfois avec même le président. C'est le CRIF qui invite, cette fois-ci, dans ce dîner-là. Voilà, donc ça, c'est cette rupture-là. Et François, si vous voulez bien montrer l'affiche que j'ai incluse dans mon livre, de cette affiche de l'UEJF qui est parue sur les murs de Paris, pas de tout Paris, dans le quartier juif. Hein. Voilà, l'UEJF 1992, J'ai deux amours. Donc, on voit ici que le judaïsme s'affiche dans la rue, très clairement, pas seulement par les houlas sur scène et autres, mais là, s'affiche, et avec cette double fidélité, ce double amour, voilà, hein, d'un côté avec la France, la baguette évidemment, et avec l'État d'Israël par ailleurs. Et donc ça c'est assez, on va dire, un judaïsme assez décomplexé d'une manière générale qu'on voit là, plus vraiment décomplexé qu'on voit là, même si dans cet affichage, il n'y a pas les autres engagements politiques qui sont autour de la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre, et pour la mémoire de la Shoah d'une manière générale. Donc voilà, pour moi, c'est l'expression la plus illustrative de cette deuxième forme de franco-judaïsme, dont je n'ai pas trouvé de nom d'ailleurs, mais je faudrait y penser peut-être, mais qui est là. Ensuite, on arrive à partir des années 2000, où, on le sait, il y a eu une série en répercussion de ce qui s'est passé en Israël, des attentats en Israël, la deuxième intifada. En France, il y a eu beaucoup d'attentats antisémites, d'attentats contre des juifs, contre des écoles, contre des synagogues, contre des individus. Et donc là, à partir de là, beaucoup de gens s'interrogent sur l'idée non pas de franco, on ne s'interroge pas encore de manière théorique sur l'idée de franco-judaïsme, mais on se dit, aujourd'hui, quand on réfléchit à partir de sur ce moment-là et ses suites, on se dit, est-ce que même une place pour les Juifs en France existe? Bon, voilà. Mais moi, j'apporte dans le livre des analyses sur aussi le fait qu'il y a d'autres aspects qui interrogent l'idée même de franco-judaïsme, l'idée même qu'une synthèse existe entre appartenance juive et appartenance française. Et ces autres aspects que j'évoque, que j'étudie, c'est le fait que le consistoire lui-même a été gagné par une forme d'ultra-orthodoxie, avec l'élection en 1988-89 de Joseph Citruc comme grand rabbin de France, qui a introduit au sein du consistoire des éléments, des rabbins, des sommités religieuses, parfois même israéliennes, qui relèvent de l'ultra-orthodoxie. Et donc, au sein du consistoire, a commencé à se développer une certaine contestation interne, on va dire, ou dissension et tension interne, que ce soit au sein de l'institution consistoriale, des dissensions que l'on connaît aujourd'hui entre le grand rabbin de France, Chaim Corsia,
et le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim, ça, je pense que vous êtes au courant, d'un côté, mais au sein même de chaque synagogue, éventuellement, selon que le rabbin était plus ou moins proche de cette ultra-orthodoxie, qui voulait mettre les femmes en arrière ou monter une méchitsa, une séparation entre les hommes et les femmes plus haute. Et donc, les fidèles pouvaient dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Et parfois, ils étaient d'accord ou pas. Et parfois, ils n'étaient pas d'accord et ils quittaient. Et sûrement qu'une partie de ces fidèles qui ont quitté les synagogues consistoriales sont allés soit vers les libéraux, soit vers les massortis, soit ont quitté la synagogue d'une manière générale, la fréquentation de la synagogue. Donc, dissension au sein du consistoire, dissension au sein d'une partie des synagogues consistoriales. C'est un autre aspect de cette déstabilisation d'un certain franco-judaïsme. Le consistoire lui-même n'est plus ce qu'il était, quoi. Voilà. A-t-il perdu son âme? C'est ma question. Ensuite, il y a des dissensions entre le CRIF et le consistoire. Le consistoire a quitté le CRIF parce qu'il réclamait plus de postes pour se faire être représenté, et il n'a pas été accepté comme tel. Et ça n'a pas été accepté, cette chose-là, donc il n'est pas encore revenu au sein du CRIF. Donc voilà, le CRIF n'est plus, même s'il y a des relations toujours, hein, voilà, mais le CRIF n'inclut plus le consistoire. J'ai parlé des écoles juives tout à l'heure qui ont été créées par les réseaux ultra-orthodoxes, pas seulement par eux, mais dans les écoles juives qui ont été créées, qui sont multipliées dans les années 80, 90 et encore a posteriori, il y a aussi des pressions ultra-orthodoxes sur certaines écoles qui sont connues comme étant plutôt proches de cette orthodoxie éclairée. Et donc, là aussi, au sein des écoles, il y a parfois des tensions, ou parfois voilà, des écoles qui vont vers un certain repli ultra-orthodoxe, avec une multiplication des cours de Kodesh, comme on dit. Et, voilà. Et je signale aussi que ce que j'ai appelé les yeshivot de village, qui ont été créés après-guerre, autour de Aix-les-Bains, Fublaine et Armentières, et puis Brunois, il y a de nouvelles yeshivot villages qui ont été créées aussi dans les années 80-90 et jusqu'à nos jours, autour de Marseille, par exemple, le Rav Cohn, je crois qu'il est décédé maintenant, mais autour du Rav Cohn, autour de Rincy, à Rincy même, dans la banlieue parisienne, par exemple. D'autres yeshivot villages qui ont été créés. Et puis, des dissonants, l'autre aspect de déstabilisation de ce franco-judaïsme, de cette interrogation sur la place des Juifs en France, c'est autour de l'antisémitisme, je l'ai évoqué tout à l'heure déjà, mais autour de deux autres thèmes qui sont importants, qui sont la question du rapport à Israël, de la solidarité avec Israël, qui est mise à mal de plusieurs manières, on va dire. D'une part, parce que la politique israélienne elle-même a évolué. Ça aussi, ça va être un des débats d'aujourd'hui aussi au sein de plusieurs communautés juives, de la politique israélienne qui a évolué et qui n'est plus aussi facile que cela d'afficher cette solidarité avec Israël publiquement, d'afficher ses désaccords vis-à-vis de cette politique israélienne, d'un côté. Et donc, d'autant plus que l'opinion publique française a été elle-même gagnée par une certaine critique vis-à-vis de la politique israélienne telle qu'elle a évolué jusqu'à nos jours. Je dis bien l'opinion publique, pas l'État lui-même, hein, qui est toujours partisan de la solution à deux États, Israël et Palestine. Donc, le thème Israël, la question de la solidarité avec Israël qui est mise à mal, mais aussi sur le sujet de la laïcité, puisque les débats sur la laïcité qui se sont multipliés depuis les années 90, à la suite de la première affaire du foulard, ont gagné en importance, ont redonné de l'importance à un courant des militants laïcs, qui est le courant, on dirait, anticlérical ou anti-religieux, pour qui la laïcité, c'est l'émancipation vis-à-vis de toute religion, d'un côté, et c'est aussi pas d'affichage public des religions, que ce soit dans l'école ou que ce soit dans les universités ou que ce soit dans la rue même. Donc, ce courant anticlérical et anti-religieux a gagné en importance en France, et du coup, il y a des retombées, il y a des effets de cette anticléricalisme qui apparaît, contre tous les intégrismes. Donc, tout affichage religieux est refusé pour une partie. Et donc, les effets de cela sur le monde juif
peuvent être doubles. C'est d'un côté, on peut dire aux Juifs, bon, ben, on vous accordait tel avantage, maintenant, c'est plus trop possible, parce que si on vous l'accorde à vous, il faudra l'accorder aux musulmans. Ou alors, non, on n'accorde plus rien à plus personne. Et donc, par rapport à cette attitude nouvelle d'une partie des autorités publiques de l'État, une partie, je dis bien, pas tous, hein, des autorités publiques de l'État ou de la CAF, d'une caisse d'allocation familiale locale ou de tel organisme public ou parapublic, cette difficulté-là aussi qui atteint les Juifs de France crée une certaine interrogation sur peut-on rester juif pratiquant en France? Et on connaît des gens qui sont partis, qui sont des élèves qui sont sortis des écoles juives et qui se disent si ce n'est plus possible, eh bien je vais continuer mes études en Israël. Et vous savez que dans une grande partie des écoles juives françaises, des écoles juives privées donc, hein, s'est développé un programme, ça c'est l'agence juive qui a développé ce programme-là, qui s'appelle Bac Bleu Blanc, qui invite tous les ans pour une semaine ou 2 semaines des jeunes élèves qui vont passer leur bac en Israël pour leur montrer toutes les possibilités de poursuivre ces études en Israël s'ils le souhaitent. Donc ça aussi, c'est une source d'aliyah pour les Juifs vers Israël. Donc voilà, tous ces éléments, dissension entre le CRIF et le consistoire, dissension au sein du consistoire, problème des écoles juives qui se développent ultra-orthodoxes avec une pression ultra-orthodoxe, et ce que j'appelle les dissonances politiques sur les 3 thèmes, antisémitisme, laïcité, Israël, pour moi, ce sont des éléments qui déstabilisent le franco-judaïsme tel qu'il s'est affiché dans les années 80-90. Mais il faut voir aussi, et souvent on ne le voit pas, et c'est pour ça que j'ai voulu ajouter cet autre élément du paysage juif français aujourd'hui, il y a des éléments qui peuvent faire penser aussi à une recomposition du franco-judaïsme. D'abord, je le dis dans le désordre, mais quand même un certain pluralisme religieux qui est manifeste, avec des courants religieux qui, même si numériquement ils sont minoritaires, ils sont là, ils sont très visibles. Le plus visible, c'est le courant libéral avec la vedette que vous connaissez qui est Delphine Orviller, cette femme rabbin qui est invitée à la télévision, à la radio et dans d'autres débats, mais elle n'est pas la seule. Et donc, on connaît maintenant cette diversité religieuse. Les Lubavitch, vous savez, qui s'affichent dans la rue depuis déjà 1980, au moment de Hanouka, qui mettent des Hanoukiyot, des grandes Hanoukiyot dans les rues, dans les places de Paris et d'autres villes de province, et d'autres pays aussi, hein, où on le sait que ils font ça dans beaucoup de pays, États-Unis, Australie et autres. Et donc, les Lubavitch font partie du paysage religieux. Et donc, ce pluralisme religieux, pour moi, c'est un élément important parce que ça veut dire que d'autres courants existent et ça veut dire que d'autres gens se disent on peut vivre comme juifs et pratiquants de telle ou telle manière, que ce soit au sein du consistoire, de telle synagogue moins orthodoxe ou de tel courant. Donc, ce pluralisme religieux, pour moi, c'est un élément très vivant. On le voit avec le développement de la communauté Massorti, mais aussi des communautés libérales, et même avec le développement assez récent d'une orthodoxie moderne autour de 2 jeunes un homme et une femme, un couple, qui vont être ordonnés rabbins d'ici quelques mois ou 1 an ou plus tard, qui ont qui ont réalisé leur propre formation comme rabbin aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas de forme. Aux États-Unis, il y a une yeshiva à New York qui accepte dans des cours séparés les hommes et les femmes, mais les femmes aussi peuvent devenir rabbins. Ils appellent ça rabbin ou maharat ou autre, conseillère spirituelle. Donc, voilà, même ce courant ultra-orthodoxe qui est apparu tout récemment, ça fait partie de ce pluralisme religieux. Il n'est pas apparu comme ça, spontanément. Il y avait des prémices dont je parle dans mon livre, qui étaient le fait que des femmes comme Liliane Vanna ont développé des lectures publiques pour les femmes des textes au moment de certains offices, mais aussi Joëlle Bernheim, la femme de Gilles Bernheim, qui en 2012 a ouvert un Bet Midrash Menachim, ils appellent ça une maison d'études au féminin, voilà, en français,
qui se réunissent toujours au sein de la synagogue de la Victoire, même si c'est une association séparée. Donc voilà, avec ce rôle des femmes me semble important dans le développement de ce pluralisme religieux. Premier aspect de cette recomposition. Deuxième aspect qui est lié à ce pluralisme religieux, c'est le fait qu'une une partie de ces courants nouveaux qui se développent des relations interconfessionnelles avec les chrétiens, avec les musulmans, et pour une partie d'entre eux, avec d'autres courants religieux, bouddhistes ou aussi bouddhistes. Voilà, donc chrétiens, musulmans et bouddhistes, chrétiens catholiques, chrétiens protestants. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2015, si vous connaissez cet événement important, en 2015, au Bernardin, au Collège des Bernardins à Paris, il y a eu une grande rencontre, une soirée de remise d'un texte écrit. Rivon Krigi a participé à la rédaction de ce texte écrit, d'un texte écrit de fraternité, de réponse juive fraternelle, puisque c'était les 50 ans de Nostra Aetate. Donc, quand même, c'est une réponse juive écrite. C'est la première fois qu'il y avait une réponse juive formelle, je ne sais pas si on peut dire officielle, mais formelle en tout cas, à cette déclaration Nostra Aetate de 1965, qui indiquait que l'Église changeait sa vision du judaïsme en général, abandonner sa vision déicide, etc. Donc, échanger ses catéchismes, son enseignement catéchétique. Donc, cette réponse juive, elle a été faite, elle a été écrite par deux personnalités très engagées dans les amitiés judéo-chrétiennes, Franklin Roski et Raffi Marciano, mais elle a été écrite aussi par Jean-François Ben Sahel, président de Copernic, et par Rivon Krigi pour les Massortis. Et le grand rabbin Chaim Korsia était présent. Il n'a pas signé lui-même, mais il était présent, et c'est lui qui a le premier, on va dire, qui a remis le document à Monseigneur le cardinal 23, l'évêque de Paris. Donc c'est lui qui l'a fait. Ensuite, il a laissé à d'autres, aux autres, aux rédacteurs eux-mêmes, en fait, de continuer de remettre ce document aux protestants qui étaient présents. Voilà. Et donc, c'est un événement qui me semble intéressant et dans les relations interconfessionnelles avec le christianisme, en l'occurrence. Et il y a des relations judéo-musulmanes aussi qui se développent culturellement, au plan religieux ou au plan culturel. Je ne vais pas développer plus, vous trouverez tous les éléments dans le livre de ces associations qui se sont multipliées sur ce sujet-là. Pluralisme religieux et relations interconfessionnelles. Autre aspect de ces recompositions qui me semble jouer en faveur d'une recomposition, c'est le développement de ce que j'appelle des communautés virtuelles ou éphémères. Éphémères, ça peut être par exemple les rassemblements de limoud qui ont lieu un week-end par an, un grand week-end par an, où chacun peut proposer sa recette juive dans un atelier de cuisine, une danse juive, mais aussi la présentation d'un ouvrage, de son ouvrage ou d'un autre ouvrage, et des conférences sur politique ou culturelle ou pensée juive ou autre chose. Donc, depuis 2006, si je me rappelle bien, Limoud a développé et il y a jusqu'à 600 personnes qui peuvent se réunir dans un week-end parfois. Donc, moi, j'ai assisté à trois reprises au moins, je pense, à ces rassemblements qui sont très, très vivants, très, très dynamiques et très joyeux aussi, d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle les comités éphémères, parmi elles aussi les festivals de culture juive qui ont lieu à Paris, à Marseille, à Lyon aussi. Voilà. Et les communautés virtuelles, c'est autour de Jewpop. Le site n'existe plus, mais aujourd'hui, il n'est plus vivant, je veux dire, mais c'est quand même, il rassemblait beaucoup de monde. Et dans le livre, je donne les chiffres que son créateur, Alain Granat, m'a donné de fréquentation de ce site. Donc, Jewpop, et il y a des gens qui se reconnaissaient dans Jewpop, dans cette veine humoristique, critique, sans être malveillante, de tout ce qui se passait dans le monde juif en France et en Israël aussi d'ailleurs. Et donc, voilà, donc ce sont les communautés virtuelles importantes pour le judaïsme français. Et parmi ces communautés virtuelles, je dirais aussi le site academ.org, créé aussi en 2006
par le Fonds social juif unifié, qui fait partie de, vraiment de, qui s'est pluralisé, qui a évolué jusqu'à accepter de reconnaître et de donner le titre de rabbin à Delphine Orbuller, à Kounbeb ou à d'autres, éventuellement des femmes, et donc qui donne la parole pour, par exemple, pour la parashat Ashawa, c'est-à-dire pour le commentaire de Torah, qui donne la parole à des hommes et des femmes, des laïcs et des rabbins, voilà, les deux. Et donc, c'est quand même important. Academ fait partie de cette vitalité d'un judaïsme, et pas qu'un judaïsme, parce qu'ils ont des auditeurs et des gens qui se branchent, qui ne sont pas juifs aussi, hein, c'est dans leur rapport, hein, qui m'ont transmis il y a quelques temps déjà. Voilà. Donc, enfin, en dernier chapitre, je dirais, je donne un aperçu de tous ces ouvrages qui ont été écrits ces derniers temps autour de qu'en est-il des Juifs dans la place des Juifs en France aujourd'hui. Il y a le livre de Dominique Schnapper, Freddy Raphaël et Chantal Benayoun, Bord Benayoun, La condition juive en France. Il y a un peu plus ancien, il y a le livre de Danny Trom, La France sans les Juifs, interrogation sur la France. Les Juifs sont-ils en train de quitter la France sans que la société française s'en aperçoive même? Et en regard de cette thèse-là assez pessimiste, je dirais deux choses. D'une part, Danny Trom, avec d'autres personnalités autour de lui, a créé une revue, la revue K, en ligne, qui a beaucoup de, je ne sais pas combien d'auditeurs, enfin combien de lecteurs elle a, mais elle a quand même pas mal de lecteurs. Donc, il a beau dire, de son côté, les Juifs de France quittent et personne ne s'en aperçoit, c'est ce qu'il dit à la fin de son livre, pour toutes sortes de raisons, mais en même temps, il crée une revue. Voilà, c'est quand même un peu contradictoire, on pourrait presque dire ça. Et en regard de ce livre, je dirais une deuxième chose, c'est le colloque du MAGE qui a eu lieu en 2019, si je me rappelle bien, les Juifs de France, une tâche aveugle dans l'histoire de la France. Donc, colloque promu et organisé par le MAGE, le Musée d'art et d'histoire du judaïsme, Dominique Stapper, Paul Salmona, qui revendique d'inscrire l'histoire des Juifs dans la France, dans l'histoire de France, pas seulement au moment de la déportation, de la persécution, des expulsions, etc., mais aussi à d'autres moments. La figure de Rachi et d'autres figures d'une symbiose en France qui ont existé. Donc, revendication d'inscrire cette présence des Juifs dans l'histoire de France, qui est quand même une forte revendication que moi je mets en parallèle d'ailleurs avec d'autres revendications de donner à l'histoire de France sa pleine pluralité, la pluralité de ses composantes, des composantes de la France d'aujourd'hui, culturelle, qui fait partie de ce pluralisme culturel. Voilà. Donc, par exemple, l'histoire de la colonisation ou d'autres. Voilà, c'est des revendications actuelles. Et pour moi, cette revendication qui est posée par le MAGE, donc ce colloque a été publié, vous le savez, c'est une revendication qui est du même ordre. La composante juive, la France est une société, a une histoire avec plusieurs composantes, dont les Juifs de France aussi. Et ces ouvrages-là, j'ai évoqué tout à l'heure au tout début, je ne sais pas si c'était enregistré déjà, les ouvrages de Simon Vull, qui est sociologue, mais qui ne fait pas une réflexion de sociologue, il fait une réflexion d'intellectuel juif, on va dire ça comme ça, qui réfléchit à quelle peut être la place des courants de la modernité juive, est-européenne notamment, Simon Dubnow, Hannah Arendt et d'autres, des courants de modernité juive dans la France d'aujourd'hui, dans une laïcité qui doit être ouverte, qui doit rester ouverte à toutes ses composantes. Donc c'est son premier ouvrage pour un judaïsme culturel. Son deuxième ouvrage, c'est Modernité juive et laïcité, au pluriel, et laïcité française, je crois, que ça s'appelle le titre entier. Tout ça, c'est publié au Bord de l'eau, les éditions du Bord de l'eau. Et son troisième ouvrage est une réflexion sur le philosophe juif américain Michael Walzer,
qui, lui, a une vision, une certaine conception du pluralisme qui commence à être connue. Michael Walzer est très connu de la revue Esprit, notamment, en France, et une pluralité, non pas, non, avec l'idée d'un universalisme non pas surplombant, c'est-à-dire là où on dit on a la vérité, on va vous la dire, on va exporter nos valeurs universelles partout dans le monde, mais que l'idée d'un pluralisme qu'il appelle, ou d'un universalisme réitératif, c'est-à-dire que des valeurs qui sont au sein du judaïsme peuvent être appropriées par chaque groupe culturel ou religieux, dans son histoire même. L'exemple qui est le plus classique, c'est les Noirs américains qui ont mis en avant, qui ont lancé leur demande d'égalité en prenant l'image de l'exil, l'exode des Juifs d'Égypte, donc on n'appelait pas ça l'émancipation, mais la libération de l'esclavage, tout simplement. Et donc les Noirs américains se sont appropriés cette histoire-là, des Juifs, et c'est bien ça qu'on appelle l'universalisme réitératif et non surplombant. Donc, Simon Wühl a écrit sur Michael Walzer pour qu'on s'empare de cette idée-là de pluralisme réitératif ou d'universalisme réitératif. Voilà. Donc, tous ces ouvrages-là, à mon sens, il y en a d'autres encore, donc je n'ai pas tout pu évoquer tous, à mon sens, sont... Et aussi, j'ai évoqué une autre chose, c'est les tentatives de relance des colloques d'intellectuels juifs de langue française qui se sont arrêtés en 2000. Et ça veut dire, voilà, à nouveau, on veut s'inscrire dans la société française et comme juif, intellectuel juif. Donc, ça a plus ou moins de réussite, avec plus ou moins de réussite, ces colloques, mais quand même, il y a des tentatives qui sont là. Donc, cet ensemble de réflexions, d'initiatives de colloques, de publications, me semble être aussi indicative de cette recherche d'une nouvelle manière d'être juif en France. Et que, personnellement, je dirais, dans cette recomposition, l'idée de relation avec les autres composantes de la société française, de solidarité avec ces autres composantes, elle fait partie de cette recomposition-là. J'appelle ça des solidarités à reconstruire, parce que vis-à-vis d'une situation globale en France d'antisémitisme, on pourra en parler, ce n'est pas un antisémitisme, comment dire, il est inquiétant, mais il n'est pas massif, et l'État est toujours aux côtés des Juifs pour lutter contre l'antisémitisme. Donc on n'est pas à l'époque de Vichy, bien sûr, au contraire. Mais l'État n'est pas tout puissant dans cette lutte contre l'antisémitisme. Il ne suffit pas d'avoir des soldats devant les écoles ou devant les centres communautaires. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut construire des solidarités. Et donc, c'est ma proposition, on va dire, plus engagée, si une recomposition de franco-judaïsme peut se dessiner, c'est de le faire autour de ces relations avec les autres composantes de la société française, arménienne, on le voit au mémorial de la Shoah, arménienne, Tutsi, autour du génocide des Tutsis, que le mémorial de la Shoah est intéressé là-dessus, et donc développe. Voilà. Donc, c'est ma proposition, et je dis, ce sont tous ces facteurs-là qui me font penser que on ne peut pas dire tout blanc, tout de go comme ça, le franco-judaïsme est mort. Alors, une certaine forme est peut-être passée, mais peut-être d'autres formes sont en train d'émerger. Voilà mon exposé. Merci de votre attention.